Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être parmi vous dans cette belle salle et que vous soyez venus si nombreux. Donc, effectivement, Generative AI, c'est un sujet qui est assez à la mode en ce moment. Et comme moi, je suis un développeur Java, bah, ça m'intéressait forcément de faire du Generative AI, mais en Java. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est machine learning, depuis toujours même, c'est toujours du Python, du Python, du Python, de partout. Et donc moi, en tant que développeur Java, et accessoirement Groovy, bien sûr, comment je peux faire du Generative AI en Java? Et ben, il se trouve qu'on peut le faire. Après, il y a des API qu'on peut utiliser. Les API, c'est pas trop compliqué. Il y a aussi des SDK et puis après des frameworks. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans nos applications. Et c'est vrai que si on regarde aussi un autre aspect que je trouve quand même qu'il faut continuer de souligner, c'est que dans les grandes entreprises, ça reste du Java pour les applications, les back-end, etc. Le Java reste majoritaire. Et du coup, si on veut intégrer du machine learning, du generative AI, etc., on n'a pas forcément envie de se dire bon, je vais tout réécrire en Python, c'est hors de question. Enfin, après, on pourrait imaginer des microservices en Python ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc l'idée, moi, les prémices de ce talk-là, c'était je suis développeur Java et je veux faire du generative AI, comment je vais faire? Donc, comme je travaille chez Google, je vais utiliser les modèles de Large Language Model de Google. Donc, j'ai une démo avec Palm et puis mes autres démos, c'est avec Gemini. Donc, on va voir ces modèles-là. Donc, si vous voulez me suivre, Twitter, Blue Sky, c'est pareil, Mastodon, etc., n'hésitez pas. On va commencer par... Donc, il y a deux grandes parties dans cette présentation. La première partie, ça va être plus des slides, parler des notions, des concepts clés, etc. Et dans la deuxième partie, on va se focaliser vraiment sur les démos. Donc, histoire de replacer un petit peu dans le contexte. Ah oui, et sinon, je voulais dire aussi avant de commencer vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravi d'y répondre. J'aime bien quand c'est interactif. Et puis sinon, après, on pourra aussi, je pourrais répondre à des questions avec une bière dans la main. Ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, pour replacer un petit peu dans le contexte. Donc, on a plein de termes genre intelligence artificielle, machine learning, data science, deep learning, generative AI. Quelle est leur relation finalement? Donc artificial intelligence, c'est vraiment le champ global de tout ce qui est intelligence artificielle. À l'intérieur, on va retrouver imaginez, c'est des patatoïdes, donc dans mon sous-ensemble machine learning, là c'est vraiment tous les systèmes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes, des boîtes noires, on ne sait pas trop ce que c'est éventuellement, qui apprennent à partir de données. Donc ça peut être des modèles purement statistiques et pas forcément des réseaux de neurones. Donc ça peut être faire de la régression linéaire, des choses comme ça, c'est des stats, mais ça apprend aussi une tendance à partir de données chiffrées. Après, il y a différents types d'apprentissage, que ce soit supervisé, non supervisé, etc. Par exemple, supervisé, ça veut dire qu'on a des données labellisées. Donc par exemple, si on doit faire... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de la reconnaissance d'animaux? On a une photo d'un animal, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien? Donc ça, c'est de la classification, une tâche de classification, et on va donner un ensemble de photos de chats, un ensemble de photos de chiens. Donc ça, c'est supervisé, puisqu'on sait qu'est-ce que c'est que cette photo-là. Par contre, en mode non supervisé, donc ce qu'on va voir aussi même avec justement les large language models, c'est quand même du non supervisé en grande partie, où en fait on va donner des tonnes et des tonnes de données au système et il va apprendre de lui-même quelque chose. On va voir quoi. Et reinforcement learning, c'est il y a différentes applications à ça. Le reinforcement learning, ça peut être avec du feedback humain. Donc vous aurez peut-être entendu parler de RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, où par contre on a quand même donc même s'il y a eu un entraînement non supervisé, il peut y avoir quand même des humains qui améliorent les résultats en faisant une passe après. Et Reinforcement Learning, c'est aussi les approches qui sont utilisées, vous avez peut-être entendu parler de AlphaZero, AlphaGo, des choses comme ça de chez Google, qui battent les champions d'échecs, les champions de Go et tout. Et en fait, il y a une sorte de boucle de renforcement de l'apprentissage quand la machine joue contre elle-même ou joue contre d'autres personnes pour continuer d'améliorer ses fonctions comment dirais-je, de calcul, savoir si c'est pertinent ou pas la réponse que ça génère. Donc machine learning, après encore un autre patatoïde à l'intérieur, le deep learning. Donc là, deep learning, c'est vraiment les réseaux de neurones. Donc convolutional neural network, recurrent neural network, etc. Ça, c'est des
acronymes de type d'architecture de réseau de neurones. Et on appelle ça deep learning parce qu'en fait, il y a beaucoup de couches de neurones. Donc, c'est un réseau de neurones profonds, d'où le terme deep learning. Donc, tout ça, c'est plutôt dans la catégorie réseau de neurones. Après, le terme de data science, ça fait partie de l'artificial intelligence, mais il y a aussi d'autres tâches à côté, par exemple tout ce qui est collecte de la donnée, nettoyage de la donnée, etc., qui ne sont pas forcément des tâches en soi d'algorithmes d'intelligence artificielle, mais qui sont nécessaires quand même pour pouvoir faire aussi de l'intelligence artificielle. Donc on zoome encore, Generative AI, donc il y a encore d'autres architectures de réseaux de neurones plus spécifiques, par exemple pour générer des images. Donc ça c'est, je ne me rappelle jamais du G, c'est pas Guillaume, hein, c'est Generative Adversarial Network, donc je ne sais plus si c'est le G, c'est Generative ou pas. VAE, Variable Autoencoders, encore des nouvelles architectures qui permettent de générer des images. Et l'autre, dans la même approche, mais vraiment spécifique au texte, les transformers. Donc c'est une architecture de réseau particulière pour la compréhension du langage humain, pour générer du texte, créer du contenu, etc. Et ça fait partie également de ce qu'on appelle le Natural Language Processing, donc qui est le traitement et la compréhension du langage naturel. Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est cette partie-là, les LLM. OK ? Jusque-là, tout va bien ? Yes, trop bien. Et l'architecture de réseau de neurones qu'on appelle les transformers, c'est une innovation de Google en 2017. Donc ça a déjà plus de 6 ans. Et en fait, ça a vraiment été popularisé que depuis l'avènement de ChatGPT qui a vraiment popularisé le truc. Même si, en fin de compte, Google, du coup, a créé cette avancée technologique-là, mais l'a déjà intégré dans plein d'endroits, en fait, dans différents produits, sans vraiment qu'on le sache, et personne ne savait que c'était du Generative AI. Mais par exemple, tout ce qui est... avant, dans Google Search, quand vous cherchiez, c'était toujours avec des mots-clés. Là, vous pouvez poser des questions depuis des années, et en fait, c'est la compréhension du langage naturel qui fait qu'il arrive à faire des recherches, et c'était déjà une forme de Generative AI. Donc après, voilà, il y a eu différentes améliorations au fil des années. Ça, c'est juste un slide, on va dire, de pub de Google, mais il y a eu plein d'autres innovations, d'autres groupes, de chez OpenAI, de chez de plein d'autres acteurs, évidemment. Il n'y a pas que, c'est pas que Google qui a inventé ce champ d'études. Hein. Alors, j'aime bien montrer une infographie qui a été faite par le Financial Times, qui permet d'un petit peu de mieux comprendre comment fonctionnent les Large Language Models. Donc ces modèles, des fois vous allez entendre dire oui, c'est un truc qui prédit le prochain mot. C'est-à-dire on lui donne du texte et après il va prédire le prochain mot le plus probable. Prochain mot, comme ça. Et de proche en proche, il peut créer des phrases, des paragraphes et des réponses. Donc il y avait même un papier qui disait oui, les LLM, c'est des perroquets stochastiques ou statistiques qui connaissent la probabilité des mots dans l'ordre dans lesquels ils peuvent se suivre de manière, on va dire, logique. Alors je vais vous montrer cette infographie-là que j'aime beaucoup. Hop, ouais, on va faire comme ça. Donc c'est un article, mais il y a plein de petites animations que j'aime beaucoup. Alors on va avancer un tout petit peu. Donc on va prendre une phrase. We go to work by train. La première tâche d'un LLM, ça va être de découper le texte en plus petits morceaux. Donc là, typiquement, on va dire pour illustrer dans l'article, ils font un mot égale un morceau. Donc on appelle ça des tokens. En vrai, pour les petits mots, les mots fréquents, on va avoir un mot égale un token. Mais pour des grands mots, par exemple, si je dis anticonstitutionnellement, il va faire au moins 3-4 tokens vu qu'il est très compliqué et que ce n'est pas un mot courant également. Donc là, pour simplifier, on dit un mot égale un token. Mais imaginez, ça, c'est des tokens, des jetons, des tokens. En fait, ce que va faire un LLM, en particulier lors de son entraînement, c'est-à-dire qu'on va lui donner des tonnes et des tonnes de textes, plein de livres à lire, plein de sites web, etc. Et en fait, lors de cet entraînement-là, une fois qu'on a tout découpé en petits morceaux, il y a des corrélations statistiques qui sont faites entre ce mot-là, avec quoi ce mot-là est typiquement associé et qu'est-ce qui suit ce mot-là souvent quand on l'utilise. Et donc on va voir qu'il est plus souvent associé avec tel ou tel mot. Et grâce à ça,
donc avec le vocabulaire, voilà, le vocabulaire en général, par exemple, les chats GPT, Gemini, etc., ils ont des vocabulaires entre 32 000, 130 000 mots, etc. Et quand c'est des mots plus compliqués et plus rares, c'est plusieurs tokens qu'on assemble pour faire un seul mot. D'accord ? Et là, en fait, parmi ce vocabulaire-là, donc il va associer des tokens entre eux, et ça va permettre de calculer ce qu'on appelle des vector embeddings. C'est une représentation vectorielle de ce mot dans un espace multidimensionnel. Et souvent, donc les vector embeddings, c'est un grand tableau de nombres flottants qui contient typiquement, par exemple sur Gemini, je crois que c'est 768 nombres flottants. Chez OpenAI, ChatGPT, etc., c'est 1536 nombres flottants, donc c'est des gros vecteurs. Et en fait, les réseaux de neurones travaillent plus facilement avec des vecteurs qu'avec des mots sous forme de texte. Et après, on peut se dire, ah ouais, mais du coup, ça paraît quand même coûteux de se dire un mot qui fait que quelques caractères, on va le remplacer par un tableau qui contient, suivant la taille, si c'est quantisé, etc., qui contient en tout cas 768 valeurs de nombres flottants. Ça, on peut se dire que c'est pas très efficace. Mais en fait, en vrai, à l'intérieur, on travaille aussi avec j'allais dire des pointeurs, enfin des index. C'est-à-dire qu'on sait que le troisième mot, c'est celui qui correspond à ce vecteur-là. Donc ça reste quand même très efficace, même si les calculs se font effectivement avec des vecteurs. Et voilà, donc ce que j'aime bien des fois, c'est, moi ça me fait penser un petit peu soit cette représentation vectorielle-là, ça me fait penser soit, vous savez, quand vous ouvrez Netflix avec les petites barres bleues et rouges, soit au réchauffement climatique. Mais là, vous voyez que la tendance du réchauffement climatique est plutôt pas mal, parce que les températures ne se réchauffent pas trop. Donc on va regarder cette sorte de... Moi, je compare plutôt ça en fait à des empreintes génétiques, comme dans les films avec des crimes et tout ça. Parce qu'en fait, on va pouvoir comparer des vecteurs entre eux. Et typiquement, si on compare des vecteurs de mots, de tokens, de mots ou même de phrases, on peut créer un vecteur embedding pour une phrase entière, pour une section, pour un article entier, aussi bien que pour un token unique. Et quand on va comparer des mots qui sont sémantiquement proches, donc là par exemple on a la mer et l'océan, on va s'apercevoir que les vecteurs se ressemblent beaucoup. Donc là typiquement, voilà, bon là c'est figuratif, hein, mais on voit qu'il y a une grosse bande bleu foncé, rouge, du rose là, un peu plus clair, bleu clair par ici, etc. Donc on voit que ça se ressemble. Pareil, football et soccer, donc il y en a qui savent que le football, ça se joue avec les pieds. Et aux États-Unis, ils ne savent pas trop que ça se joue avec les pieds, mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même assez proche. Même si on dit soccer, il y a peut-être un petit peu plus de différence, mais on voit que les vecteurs sont proches. Pareil, les pronoms, ça peut se ressembler également. Et en fait, on va pouvoir faire des calculs entre vecteurs pour voir comment les vecteurs sont proches ou pas, des calculs de similarité. Et quand on prend ces vecteurs-là et qu'on les projette aussi, par exemple, dans le plan, ou en 3D par exemple, on va effectivement s'apercevoir que même dans cette projection-là, des mots sémantiquement proches vont être dans le même coin. Par exemple, un bus, un train, une voiture, c'est un moyen de locomotion, c'est dans le même coin. La manière dont voilà, je sais pas, l'être humain se déplace, marcher, courir, nager, ça va certainement être au même endroit, etc. Et pareil, alors oui, et après, ça va être le truc que j'aime bien aussi. Voilà. Donc, il y a cette notion de mapper comme ça un token ou une phrase à un vector embedding. Mais en fait, et donc la probabilité d'associer un mot avec un autre, mais les mots dans le contexte d'une phrase vont être associés aussi les uns avec les autres. Donc ça, c'est le mécanisme d'attention, self-attention, qui a été, donc là dans le papier qui a été sorti par Google en 2017, il y a un mécanisme qui s'appelle l'attention et qui relie finalement les différents mots, mais dans le contexte de la phrase, à savoir si un mot à tel endroit est relié sémantiquement, en tout cas dans l'importance de la phrase, à d'autres parties de la phrase. Donc, par exemple, ici, dans cette phrase « I have no interest in politics », je ne m'intéresse pas à la politique, eh bien, si on regarde, donc ils vont regarder tous les mots les uns par rapport aux autres, et je vais avancer juste un tout petit peu, et on va, enfin, grâce au contexte, comment ces mots sont associés les uns avec les autres. Déjà, on va savoir que ce mot « interest », c'est le fait de s'intéresser à quelque chose. On a un intérêt pour.
Par contre, dans un autre contexte, par exemple, les taux d'intérêt de la banque augmentent. Interest, c'est exactement le même mot, mais dans ce contexte-là, on s'aperçoit que, donc dans le premier, interest, c'est vraiment l'intérêt, je suis intéressé à quelque chose, et dans l'autre cas, je crois on fait comme ça, interest, c'est par rapport aux intérêts bancaires. Et on voit, donc alors si je remonte, hop, comme ça, pour remontrer les deux, on voit aussi, donc plus c'est foncé en bleu, plus on voit l'association est forte entre les mots du contexte et ce token-là en particulier. Donc no, vu que c'est la négation de interest, il est très foncé, il est très, on va dire, intense, il a une forte valeur. Et I, vu que c'est celui qui est intéressé aussi, pas mal, on s'intéresse à quelque chose ou dans quelque chose. Donc on voit un petit peu l'association plus forte avec certains mots. Et pareil, ce interest-là, là, il a l'air très fortement lié à rate, rising un petit peu moins, mais aussi à banque. Donc on sait que c'est le taux d'intérêt et non pas être intéressé dans quelque chose. Et donc après, voilà, c'est des mots sémantiquement proches. Et alors, il y a une autre phrase que j'aime bien. Voilà, c'est cet exemple-là. Donc imaginez un chien qui est en train de mâchouiller un nonos parce qu'il a faim. Les LLM, en fait, grâce à ce processus d'attention, il comprend comment sont reliés les mots entre eux dans ce contexte-là. Et quand on regarde le mot it, le pronom, il correspond à quoi? Le pronom, en fait, il correspond au chien. Donc le chien qui mâchouille le nonos, c'est parce qu'il a faim. Qui est il, enfin it dans cette phrase, c'est le chien. Mais imaginez, on va prendre la même phrase. On va juste changer l'adjectif à la fin. Et on va mettre délicieux. Grammaticalement, c'est exactement la même phrase. Mais si on regarde bien, le pronom ne se rapporte pas à la même chose. Ça ne se rapporte pas au chien. Qu'est-ce qui est délicieux? Le nonos ou le chien? Alors peut-être qu'effectivement, dans certaines contrées, on mange peut-être du chien et c'est peut-être délicieux, j'en ai jamais mangé. Mais voilà, les LLM, là, ils sont quand même capables de bien comprendre que ce pronom ne se rapporte pas à la même chose. Donc c'est pas, je trouve ça assez fort de bien, ça prouve en tout cas qu'il comprend vraiment le contexte et les relations entre les mots. Et le simple fait de changer un adjectif, ça change aussi comment sont associés, par exemple, le pronom et le groupe nominal. Ça, c'est assez fort. Oui. Non, ça, ce qui est assez fort, c'est que de lui-même, en fait, il arrive à comprendre le contexte. Ouais, c'est pas un humain qui est passé derrière pour dire ça, effectivement, ça se rapporte au chien, ou ça se rapporte à autre chose. Non, après, le renforcement est utile, par exemple, pour favoriser, pour essayer d'encourager un LLM à être plus sympathique, à pas générer des choses qu'il n'aurait pas le droit de générer, des choses comme ça. Donc les LLM, on peut les appeler en disant ouais, génère plusieurs drafts, et un être humain peut venir donc avec du reinforcement learning with human feedback, peut dire ah oui non, cette réponse-là elle est mieux que celle-là. Et donc typiquement pour tout ce qui est responsible AI, etc., pour faire en sorte qu'un LLM ne génère pas du contenu dangereux, nocif, agressif, etc. Le RLHF est beaucoup utilisé dans ce contexte-là. Mais là, c'est vraiment non supervisé. Et vu qu'ils voient plein d'autres phrases, parce que peut-être que dans une autre phrase très similaire, ils vont répéter le chien, et ils voient que délicieux, ça doit être... c'est plus explicite dans un autre contexte, et il est capable de certainement voir un petit peu au travers de ça et de faire des parallèles en fait avec tous les bouts de texte qu'il a pu voir. Ouais. Ça va, d'autres questions pour l'instant? Oui. Ouais. Alors, pour les SMS, c'est un petit peu différent. En fait, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà vu ça, les chaînes de Markov. C'est aussi un système statistique finalement, où on a une sorte de diagramme d'état, et on sait que c'est plus probable d'aller vers tel mot que tel autre mot. Et en général, tout ce qui est SMS, en général, c'est ce genre d'approche-là qui est utilisé, les chaînes de Markov, plutôt que justement des LLM. Mais c'est à moitié vrai, parce que c'est vrai que maintenant, les LLM sont aussi intégrés dans les téléphones, ou par exemple quand on écrit un email, etc., et où on voit que les LLM peuvent compléter le texte
Et là, c'est vraiment de la complétion, un peu comme dans un IDE quand on écrit du code, où là, il complète par rapport à ce qu'il pense qui va être le mot le plus probable, et pas du tout avec un système statistique comme les chaînes de Markov. Donc c'est deux systèmes différents, mais c'est vrai que la frontière devient moins claire et les deux peuvent être utilisés. Ouais. Ok, je continue. Donc on a presque fini sur cette infographie-là, je crois. Alors ouais, d'autres petits trucs intéressants, c'est donc le système est capable de prédire le mot suivant, mais il ne regarde pas ça que juste le mot suivant, parce qu'on peut se dire après about, 98% du enfin je sais pas, 50% du temps c'est tel mot, donc je vais générer ça. Mais ça ferait des phrases qui n'ont aucun sens par rapport à la question posée. Donc le processus d'attention, il parle aussi de tête multi-head attention, où en fait il regarde quand même le contexte pour générer le prochain mot et pas juste un seul mot. Ce qui fait qu'on est capable de générer aussi même des chaînes de mots et que voir qu'une chaîne est plus probable ou plus logique. Donc par exemple, si on parle du Financial Times, alors je vais montrer les différentes possibilités. Alors oui, Financial Times, c'est à propos de l'économie, des podcasts, etc. Oui, c'est aussi plus qu'un journal papier, etc. Mais souvent, quand on va poser la question « Qu'est-ce que le Financial Times ?» ça va être « A newspaper founded in 1888 ». Donc il regarde aussi dans le contexte du texte qu'on veut générer et pas que juste le prochain mot. C'est un petit peu plus smart que ça. Voilà, après, je vous encourage en tout cas à jeter un coup d'œil à cet article. Donc, si vous mettez Financial Times Generative AI, vous retrouverez facilement cette URL-là, qui est vraiment très bien fait. Je crois qu'il y avait une autre infographie un peu similaire sur The Guardian, qui était pas mal aussi. Donc, les Large Language Models, c'est quoi ? C'est des grosses boîtes noires avec dedans un gros réseau de neurones qui permet de traiter le langage humain et de comprendre et de générer du langage humain, de reconnaître, de prédire, de classifier, mais également donc de vraiment générer du texte. Donc on a parlé des tokens, je voudrais aussi parler d'un autre terme donc les tokens, là le modèle Palm 2 que je vais utiliser dans une démo, il a quand même été entraîné sur 3,6 trillions. Donc trillions, c'est des... J'ai toujours du mal, billions, c'est des milliards, trillions, c'est des milliers de milliards, je crois, de tokens. Donc on va dire un token égale un mot. Donc vous imaginez, vous, lire 1000 milliards de mots, ce qui est assez énorme, et il vous faudrait plus que toute une vie pour lire autant de textes. Donc ces gros modèles-là ont été entraînés sur une quantité incroyable de textes. Donc l'autre terme que je voulais mentionner, c'est les paramètres. On parle souvent de la taille, donc les gros modèles, ils ont plein de paramètres. Donc Palm 2, c'était 340 milliards de paramètres. En fait, quand on parle de paramètres, en fait, le réseau de neurones a des tonnes et des tonnes de neurones interconnectés. Et en fait, le nombre de paramètres, c'est les poids associés à ces interconnexions de neurones. Donc c'est le nombre, grosso modo, de connexions qu'il y a entre tous les neurones du réseau. Donc c'est ça qu'on dit quand on dit 340 milliards, ça veut dire toutes les connexions. Donc voilà, une sorte de grosse machine statistique assez maligne. Il y a d'autres choses là que je ne couvrirai pas, en tout cas dans cette présentation, ça mériterait un sujet entier d'une heure ou plus. Vous avez peut-être déjà entendu parler de fine-tuning. C'est quand on prend un modèle existant et qu'on va ensuite l'améliorer en lui donnant encore plus de données. Donc le fine-tuning, ça peut être intéressant pour spécialiser un modèle dans un domaine donné. Donc par exemple, il y avait le modèle Palm qui a été spécialisé en quelque sorte sur des données médicales, des papiers de recherche médicaux, etc. Et du coup, il est capable de répondre beaucoup mieux finalement à des questions dans ce domaine médical-là. Parce que là aujourd'hui, les LLM sont capables de parler de un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont vu tellement de choses sur Internet, dans les livres, etc. Mais on peut quand même encore les améliorer, les fine-tuner. Quand on parle de fine-tuning, il y a différentes sortes de fine-tuning, de spécialisation. On peut réentraîner complètement tout un réseau de neurones, mais ça c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de GPU et tout ça. Mais on peut aussi, vous entendrez peut-être parler de quantisation, de LoRa, qui est Low Rank Adaptation, qui permet en fait de dire, ils se sont aperçus, les chercheurs, qu'on n'est pas forcément obligé de réentraîner complètement le gros réseau de neurones, on peut juste spécialiser les dernières couches. Juste aux dernières couches du réseau, on fait voir des nouveaux textes, etc. Et on s'aperçoit que les résultats sont presque aussi bons
que de réentraîner complètement tous les poids, de recalculer tous les poids des couches en dessous des une, deux ou trois dernières couches. Donc voilà, mais ça, voilà, c'est un grand sujet et je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Et aussi pour des démos, faire du fine-tuning, ça prendrait des heures éventuellement. Donc c'est pas le genre de truc qu'on montre en démo. Donc là, le slide date, c'est un instantané, mais d'il y a un an, qui montre la taille des modèles de LLM. Et par exemple, on voit que les derniers modèles GPT-4 ne publient pas d'informations sur sa taille, qu'il y a des hypothèses qui existent. Pareil, Gemini, chez Google, on n'a pas publié dessus. Mais j'ai vu, alors si je vous montre ça, j'ai vu, c'est les mêmes personnes qui font cette infographie-là. J'ai vu une infographie là, live où ils mettaient des estimations en fait, des tailles, par exemple Claude 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps, etc. On peut voir la supposition qu'ils font sur les tailles de nombre de paramètres. Donc je vais revenir juste quand même à celui-là. Donc je parle de la taille parce qu'en fait, avec la taille, même si la taille ne fait pas tout, la taille est quand même importante parce que plus un modèle est grand, plus il va être capable de faire de choses. On va lui donner différentes tâches, il va pouvoir faire plus de tâches, il va être plus généraliste. Et typiquement, donc un petit modèle va peut-être être capable de répondre à des questions, faire des questions-réponses assez basiques. Et après, plus le modèle grandit et connaît de choses à vue de texte, peut-être qu'il va être capable de faire de la traduction, de faire des résumés de texte. Et plus il est grand, plus il va être capable de faire d'autres choses, par exemple du raisonnement logique, ou même, on peut lui donner un proverbe ou une blague, et il peut expliquer la blague. Et là, je me dis, mince, il est quand même malin s'il arrive à faire ça. Et je l'ai déjà fait. Une fois, je lui ai donné une blague. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent les Cascodeurs, le podcast? Il y en a quelques-uns, donc qui savent que j'aime bien faire des jeux de mots et tout ça. Et une fois, alors c'était un jeu de mots que j'avais fait en anglais. C'est encore plus dur de faire des blagues quand c'est pas sa langue natale, mais je lui avais donné un jeu de mots et qui jouait en fait même sur la prononciation. Finalement, un jeu de mots, c'est souvent ça. Et c'est pas juste sur le texte ou la juxtaposition des mots, mais il avait réussi à expliquer ma propre blague et j'avais trouvé ça quand même assez fort. Non pas que ce soit incompréhensible les trucs que je raconte, mais j'avais trouvé ça fort qu'il puisse être capable d'expliquer une blague, en plus qui était phonétique, quoi. Je veux dire, c'était un jeu de mots et non pas basé vraiment purement sur le texte. Donc je m'étais dit, ok, c'est quand même balèze. Mais voilà, une autre remarque que je voudrais faire aussi là-dessus, quand je disais en plaisantant la taille, il n'y a pas que la taille qui compte, c'est qu'en fait on s'est aussi aperçu quand même plus récemment que parfois un plus petit modèle, mais entraîné vraiment très spécifiquement sur une tâche, peut être capable de faire aussi bien, si ce n'est mieux, que ces très très gros modèles-là. Donc si vous avez juste, je ne sais pas moi, si c'est pour faire juste des résumés, vous pouvez très bien entraîner un petit modèle spécialement pour faire des résumés, et tant qu'il fait que ça, il va être très bien, et va donner des bons résumés de bonne qualité, très factuels par rapport au texte initial, etc. Donc il y a aussi cette tendance d'aller vers des petits modèles qu'on peut fine-tuner, etc. Donc voilà sur la taille. Je vais revenir juste un petit peu, c'est plus ou moins de la pub, mais sur ce que propose Google Cloud pour qu'on resitue un petit peu ce que nous on va utiliser et d'autres choses qui peuvent être utiles quand on implémente des projets qui intègrent des LLM. Donc les modèles que moi je vais utiliser dans mes démos, c'est Palm et Gemini. Gemini étant le dernier là, qui est sorti en décembre, avec une mise à jour là, en février, et Palm il était sorti il y a 2 ans, il y avait une nouvelle mise à jour l'année dernière. Donc nous on va utiliser ces modèles-là. Ces modèles-là sont utilisés dans... Alors, histoire de ne pas confuser les gens, on s'est dit, tout ce qui est à base de LLM chez Google, on va tout rappeler Gemini. Donc tout s'appelle Gemini. Même ce qu'on appelait Bard, l'assistant, on l'appelle Gemini maintenant. Pareil, là je ne veux pas forcément vous le montrer en live, mais on a un truc qui s'appelait Duet AI. C'est comme Copilot chez GitHub, c'est-à-dire on peut faire de la complétion de code, générer des tests, etc. Et ce truc-là, ils l'ont appelé Gemini. Gemini pour les développeurs, il y a Gemini pour ceci, Gemini pour cela. Donc là, je mets Bard/Gemini pour dire que c'est le produit Gemini, c'est-à-dire, on va dire l'équivalent de ChatGPT, mais côté Google. Donc avant, c'était Palm, maintenant on est passé à Gemini comme modèle. Il y a aussi un produit qui s'appelle AI Studio,
mais qui n'est pas fait par Google Cloud. Moi, je suis dans la partie Google Cloud, et c'est fait par Google Labs ou Google AI. Et c'est un produit un outil dans lequel on va pouvoir interagir avec Gemini et lui passer ses prompts, etc., pour poser des questions. Et je vous le montrerai tout à l'heure, mais vous ne pourrez pas l'utiliser, sauf si vous utilisez un VPN, parce que pour des questions de régulation et autres, il n'est pas encore autorisé à être utilisé à partir des pays européens. Ouais, super. Donc moi, je travaille dans Google Cloud. Dans Google Cloud, il y a tous les produits de machine learning qu'on regroupe sous une appellation qui est Vertex AI. Donc Vertex AI, ça contient tous les trucs de machine learning offerts par Google Cloud que les développeurs peuvent intégrer. Ah oui, d'autres petites remarques sur Google AI Studio et même ChatGPT, c'est que donc c'est un produit plutôt pour les développeurs, mais on va dire les développeurs du dimanche, pas pour les développeurs d'entreprise. Et comme ChatGPT, Google AI Studio peut réutiliser ce que vous donnez en prompt à ce système pour réentraîner les modèles plus tard. Donc si vous avez des informations confidentielles d'entreprise, etc., vaut mieux pas mettre ces informations-là dans ChatGPT et compagnie. D'ailleurs, qui utilise ou a déjà utilisé ChatGPT? Ouais, presque tout le monde. Qui a déjà utilisé Bard/Gemini? Ouais, en général, il y a à peu près un tiers de ceux qui ont utilisé ChatGPT, donc ça reste consistant. Donc il y a encore du boulot à faire. Google, vas-y, go. Donc quand vous utilisez effectivement ces outils-là, ils peuvent... Il y avait eu un scandale, je ne sais plus, il y a 6 mois, ou un truc comme ça, où il y avait des employés de Samsung qui avaient mis des informations confidentielles, genre ils voulaient résumer un truc dans ChatGPT, etc. Et après une salve d'entraînement, il y a eu un nouveau modèle et des gens qui ont réussi à extirper ou à tomber par hasard, je ne sais pas si c'était par hasard ou si c'était volontaire, des hackers, à récupérer les informations confidentielles qui avaient été passées à ChatGPT. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on balance à un LLM. Par contre, quand vous utilisez des offres, des LLM qui sont intégrés dans Google Cloud, chez Azure, chez Amazon, chez AWS, etc., dans les offres pour les entreprises, pour les développeurs qui travaillent dans les entreprises. Par contre, il y a dans les Terms and Conditions, Terms of Services, etc., il y a écrit « Nous ne réutilisons pas vos données pour entraîner nos modèles ». Donc, il vaut mieux faire attention si vous faites des trucs confidentiels, etc. Bref, je referme la parenthèse. Donc, ces modèles Palm et Gemini font partie d'une sorte d'annuaire ou de répertoire d'autres modèles qui s'appelle Model Garden, le jardin des modèles, et qui contient plein de modèles. D'ailleurs, il faudrait que je le remette à jour parce que maintenant, on offre également Claude 3. Donc, on offre les modèles de Google, mais aussi plein d'autres. Donc, des modèles aussi pour générer de l'image, il y a du Stable Diffusion qu'on peut utiliser. On peut utiliser Claude, on peut utiliser Llama 2, etc. Mistral aussi, que je pourrais rajouter dans le slide. Mistral, qu'est-ce qu'il y a d'autre de connu? Tous les grands modèles sont disponibles dedans. Et donc, on peut choisir dans ce catalogue-là et dire, déploie-moi ce modèle-là sur un serveur, que je puisse l'utiliser, l'intégrer et intégrer son API, en appelant son API, dans mon application à moi. Donc vous avez le choix et vous n'êtes pas obligé que d'utiliser des trucs de Google. Il y a cette espèce de catalogue de modèles. Nous, aujourd'hui, encore une fois, on va utiliser juste Palm et Gemini. Oui. Donc c'est le modèle... Alors, quand je parlais aussi de fine-tuning, il y a des modèles fondation, des modèles de base, qui sont bruts de décoffrage et qu'on veut éventuellement fine-tuner. Par exemple, la plupart de ces modèles-là aussi sont fine-tunés en mode instruction, c'est-à-dire d'être capable de suivre des instructions, de répondre à des questions. Et il y a des modèles qui sont fine-tunés différemment. Mais en tout cas, ces modèles-là, on peut les déployer en général tels quels. Et donc, c'est sur un serveur, sur une machine virtuelle, etc. Et nous, après, développeurs, on peut appeler l'API qui est exposée par ces machines virtuelles-là qui font tourner le langage, le language model. Ok, ça répond à ta question? Ou reprécise peut-être un petit peu plus? Ouais. Non, il n'y a pas besoin. Ouais. Non, il n'y a pas besoin. Après, on peut le faire, c'est pour ça que je parlais de fine-tuning, parce que peut-être, pour ton contexte à toi, tu veux le spécialiser sur tes données d'entreprise, ce qui est tout à fait possible. Mais là, on n'est pas obligé de le faire et on peut les prendre telles quelles et les déployer et avoir une API qu'on peut appeler à partir de son application. OK? Cool. Ouais, d'autres questions? Pour l'instant, ça va? Yes. Donc après, il y a d'autres produits qui peuvent être intéressants. Search and Conversation, en fait, c'est deux produits. C'est si on veut faire
une sorte de moteur de recherche à la Google sémantique en utilisant les vecteurs embeddings. Conversation, c'est basé ou dérivé d'un autre produit qui s'appelle Dialogflow, qui permet de faire des chatbots, toujours en utilisant les LLM. On a aussi un produit qui s'appelle Vector Search, c'est une base de données vectorielle, on va voir en quoi c'est utile tout à l'heure, en parlant de Retrieval Augmented Generation. Et on a plein de choses, on a les API de machine learning classiques, genre text-to-speech, des choses comme ça qui existent depuis des années, ou de traduction et tout ça. Et on a après un truc que vous voyez souvent, c'est les notebooks Colab. Donc en fait, c'est un truc qui est offert gratuitement d'ailleurs par Google Cloud. Et on voit souvent des notebooks en Python qui utilisent tel ou tel modèle et qui montrent comment l'utiliser et tout. Et les notebooks, donc quand vous voulez un petit peu expérimenter avant de faire une vraie application, vous pouvez utiliser des notebooks. Bon, malheureusement, ils sont que en Python. Moi, ça ne m'arrange pas. Mais vous pouvez utiliser des notebooks. Après, il y a des pipelines pour faire des processus d'apprentissage. Donc, quand là, effectivement, on veut faire un fine-tuning sur un modèle de données, on a des pipelines qui préparent l'apprentissage. On a AutoML, ça c'est plutôt lié à les API un petit peu sur étagère, où en fait, on peut également personnaliser, par exemple, la Vision API qui permet de reconnaître ce qu'il y a dans les images, etc. On peut la spécialiser pour un domaine donné, par exemple, pour reconnaître tel type de, je sais pas, de pièces ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a une offre très très complète sur Google Cloud. Et encore une fois, on va nous zoomer sur ces modèles de LLM-là. Donc j'ai mentionné Palm et Gemini. Je vais zoomer un tout petit peu plus sur Gemini. Donc Gemini, c'est vraiment le tout dernier, le meilleur modèle que Google ait sorti aujourd'hui, qui a été fait par Google DeepMind. Enfin, c'est une collaboration d'ailleurs entre deux services qui ont maintenant fusionné. C'est DeepMind, donc c'est ceux qui avaient créé AlphaGo, là, qui a battu le joueur, le champion du monde du jeu de Go. C'est aussi eux qui avaient fait AlphaFold, le truc qui plie les protéines et prédit ce que doivent faire les protéines, donc c'est super important pour la recherche scientifique. Et Google Research. Et ces deux-là ont fusionné et ont travaillé ensemble sur ce grand modèle de langage. Donc il est, un truc important, il est multimodal, dans le sens où on peut lui donner du texte, et générer du texte, mais on peut lui donner également des images, des vidéos et aussi bientôt de l'audio. Donc on peut lui donner une image et lui dire « Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans cette image ?» Ou « Est-ce que c'est bien une image d'un chat, d'un chien ou je ne sais quoi ?» Donc le multimodal, il est, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il est vraiment nativement multimodal. C'est-à-dire qu'avant, on avait des systèmes, des LLM, où on disait oui, on peut leur envoyer des images, mais en fait, il y avait une sorte de double processus. C'est-à-dire, d'abord, on prenait l'image, on utilisait une API de reconnaissance qui donnait une description de l'image, et on donnait cette description de l'image au LLM, qui avait une sorte de phase de pré-traitement. Et en fait, le LLM ne travaillait que sur du texte. Là, le LLM a été entraîné en parallèle, aussi bien avec des images que du texte. Et du coup, les vecteurs embedding, ces représentations sous forme de vecteurs, par exemple, si j'ai une photo d'un chat qui est sur un fauteuil rouge, le vecteur de cette photo-là va être proche de la description que je viens de faire de cette photo-là. Donc ça va être vraiment les mêmes vecteurs et du coup on va pouvoir comparer du texte et une image. Donc si on veut faire de la recherche par exemple dans des images, on peut donner du texte qui décrit l'image et trouver une image correspondante grâce au fait que ce soit les mêmes vecteurs embedding, ces mêmes représentations vectorielles de ces concepts-là. Donc multimodal, oui. Donc là aujourd'hui par contre ça ne génère encore que du texte. Aujourd'hui. Après, par exemple, quand on utilise ChatGPT, tout ça, il y a aussi, par exemple, une intégration avec DALL-E pour générer des images. Mais là, c'est une intégration avec quelque chose. Quand on utilise Gemini, et je ne sais plus si cette fonctionnalité-là... Non, ou elle doit être que... Parce qu'il y a Gemini, l'outil Bard / Gemini, où on peut aussi lui demander de générer des images. Et par contre, ça utilise un autre modèle qui s'appelle Imagine, celui de Google, équivalent à DALL-E et compagnie, qui génère des images. Mais là, ce n'est pas le modèle en lui-même, il appelle un autre outil pour générer des images. Mais à terme, je pense également que ces modèles-là seront capables de tout faire, y compris générer d'eux-mêmes les images, les vidéos, etc. Enfin, à voir, on verra. Ouais. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, c'est normalement que du texte. Ouais.
Donc ensuite, il y a différentes tailles de modèles, nano, pro, ultra, du plus petit au plus gros. Nano, vous en avez peut-être entendu parler il y a, je sais plus, il y a 2 mois, un truc comme ça, quand Samsung a annoncé son nouveau euh, Galaxy S20, je sais plus combien, 24 je crois, parce que c'est le premier constructeur de téléphone à intégrer Gemini dedans directement. Donc c'est un tout petit modèle, nano, qui est intégré au téléphone. C'est-à-dire que là, même si on passe dans un tunnel ou quoi, la génération, en fait, elle est faite à l'intérieur du téléphone. Donc quand on prenait l'exemple des SMS tout à l'heure, les nouveaux téléphones vont pouvoir utiliser les LLM pour générer les SMS, les emails, etc., sans jamais faire un appel au cloud, au service de Google. Et du coup, il y a plusieurs avantages. Déjà, bon, effectivement, si on passe dans un tunnel ou on est dans un avion ou quoi, mais également côté privacy, c'est-à-dire qu'on n'envoie rien au travers des réseaux, d'Internet, etc. Donc ça reste en local sur la machine, ce qui est assez intéressant aussi. Pro et Ultra, ils sont trop gros, ils tournent forcément dans le cloud. Je vous parlerai tout à l'heure de function calling. Donc c'est le fait que en fait, les LLM vont être capables de demander à ce qu'on appelle une fonction. Bon, je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure, mais l'idée c'est que en fait, on peut créer genre des agents, des choses comme ça, où il y a le LLM qui génère du texte, mais il sait qu'il peut interagir avec d'autres services. Par exemple, si je demande à Gemini quel temps il fait demain à Lille, forcément, il n'a pas été entraîné sur des données du futur qui n'existent pas, mais on pourrait très bien imaginer appeler une API, l'API de Météo France, qui va dire demain à Lille, il va faire soleil, par exemple. Donc ça, c'est ça le function calling, et on y reviendra tout à l'heure. Donc Gemini, c'est un des plus gros modèles, c'est le plus gros modèle qu'on a, le meilleur, et qui est très bien classé par rapport aux benchmarks qui existent dans la recherche, etc. Donc le truc qui est assez fort quand même avec Gemini 1.5 qui est sorti là en février, donc le mois dernier, c'est que, donc oui, ça j'en ai pas encore parlé, la fenêtre de contexte. Quand on envoie quelque chose à un LLM, on a une sorte de buffer mais qui est limité en espace. Donc typiquement, par exemple, le premier Gemini, on pouvait lui donner 32 000 tokens, ce qui est déjà pas mal. Mais il y avait des modèles encore avant, c'était 8K, 4K, etc. Et on a eu des modèles plus récents, par exemple GPT-4, qui proposait 128 000 tokens, ce qui était pas mal. Il y a Claude qui est passé à 200, et Claude 3, je ne sais plus s'il est passé à... ou il est toujours à 200 ou à 300, mais je crois qu'il n'est pas allé plus loin. Et je crois qu'en test, maintenant, ils arrivent à aller à 1 million. Mais en tout cas, le Gemini 1.5 qu'on est en train de déployer, il n'est pas encore accessible à tout le monde, mais qu'on est en train de déployer, il est capable de prendre en entrée 1 million de tokens. Donc ça veut dire qu'on peut lui passer, vu que c'est multimodal, on peut lui passer 1 heure de vidéo, on peut lui passer 11 heures d'audio. Alors l'audio n'est pas encore activé, mais on va pouvoir lui passer 11 heures d'audio, 30 000 lignes de code. Donc vous pouvez lui passer votre code base entière, et il va pouvoir analyser ça et réfléchir là-dessus. Ou plus de 700 000 mots, donc c'est déjà pas mal de livres qu'on peut lui passer directement dans le contexte de discussion. Donc je sais pas, moi j'avais fait... un petit test avec Gemini 1.5 là, il n'y a pas longtemps. Je lui ai donné tous les poèmes de Baudelaire dans le livre Les Fleurs du Mal. Et en fait, ça faisait que, je sais plus, je crois que ça faisait même moins de 100 000 tokens. C'était genre 80 000 tokens. Et pourtant, c'est un livre entier. Et je lui demandais, je lui posais des questions. Ouais, quels sont les poèmes dans l'œuvre qui parlent de chats? Et il m'a retourné, tiens, il y a ce poème-là qui dit ça, ça, ça. Et il y a des démos qui existent, des vidéos qui montrent comment ils ont passé, par exemple, un film de Buster Keaton en entrée. Et ils montrent aussi une image où ils demandent à quel moment du film il se passe il se passe ce qu'il y a décrit dans le gribouillis de l'image. Et Gemini était capable, alors je n'ai pas testé moi-même, mais il était capable de dire tiens, ça c'est la scène où telle chose se passe dans le film. Donc, ce qui est quand même assez fort. Après, je vais quand même rajouter un petit bémol, parce que donc c'est bien d'être capable d'avoir 1 million de tokens en entrée. Par contre, ça a quand même un certain coût, parce que au niveau du pricing, on paye au nombre de tokens qu'on envoie et qu'on génère. Donc si et doublement aussi parce que les LLM, c'est des machines des machines qui sont stateless. C'est-à-dire quand on fait un chat avec un LLM, on envoie en fait toute la conversation qu'on a déjà eue. Donc au début, première question, première réponse, ça va. Après, encore question-réponse. On réenvoie à chaque fois la liste des questions et réponses. Mais du coup, quand on fait la même chose
Alors peut-être qu'il y a des systèmes de caching, etc., qui vont être petit à petit mis en place, mais quand on envoie une vidéo, ça prend du temps. Et surtout, à chaque appel, ça va nous coûter plein de tokens, ce qui va réanalyser ça. Donc je crois, alors j'ai pas fait le calcul pour Gemini, mais c'était pour Claude 3 là, qui prend 200 000 ou 300 000 tokens, où il disait que si à chaque appel, effectivement, on passe tous ces tokens-là, c'était genre un demi-dollar l'appel. Donc imaginez, vous avez des centaines, des milliers d'utilisateurs, ça peut vite faire très très cher. Donc c'est un truc à garder en tête. C'est très bien, c'est très puissant, mais ça peut être très coûteux. Et on va parler quand même dans une de mes démos de Retrieval Augmented Generation, qui est une manière de gérer le fait qu'on n'a pas forcément 1 million de tokens, mais de pouvoir chercher de l'information pertinente et dans une base vectorielle pour récupérer juste des passages intéressants d'une documentation, et ce qui est finalement beaucoup plus efficace et qu'aura toujours, c'est une approche qui aura toujours un certain avenir. Oui. Ouais. Alors du coup, là, par exemple, pour les vidéos, en fait, il fait déjà du sampling. C'est-à-dire que sur une vidéo de 11 heures, il va prendre une image toutes les secondes. Et en fait, il va travailler au niveau des images et pas vraiment au niveau de la vidéo, en vrai. Donc, ouais, il fait du sampling. Et suivant la taille, je crois, quand même, des vidéos, il peut mettre plus ou moins d'images, effectivement. Parce que moi, j'ai un collègue qui avait fait un test où, je crois que c'était à partir de vidéos YouTube ou un truc comme ça, où en fait, tu sais, tu as des phases de transition où tu as des choses qui apparaissent en fondu, etc. Et où en fait, si le sampling tombe pas forcément bien par rapport à cette cutscene, à ce découpage en scène, et mon collègue m'avait dit, ah ouais, là, il avait raté telle information. Et peut-être que c'était parce qu'il ne tombait pas vraiment bien sur les bonnes frames, où genre tout le texte n'était pas affiché, ou etc. Et du coup, ça peut être un petit problème. Mais par contre, donc, ce qu'on peut faire, donc avec Gemini 1.0, il regardait que 2 minutes d'une vidéo, mais on pouvait lui dire regarde 2 minutes, regarde ces 2 autres minutes-là, regarde ces 2 autres minutes-là. Donc on peut aussi faire, on peut paramétrer pour qu'il regarde juste une partie, et où normalement je crois qu'il fait un sampling plus élevé. Mais c'est pas, il va pas faire 24 images, hein, il va prendre juste 2 images ou un truc comme ça. Oui. Ouais. Ouais. Et du coup, alors après, ce que je sais pas, c'est est-ce que il envoie réellement ou pas à nouveau tout le contenu, c'est-à-dire sur le réseau, je veux dire. Peut-être qu'il est quand même caché au niveau du serveur d'inférence, mais néanmoins, il regarde à nouveau à travers de tout le contenu de la conversation, donc y compris les vidéos. Et c'est pour ça que ça coûte cher. Après, j'ai pas vérifié, il faudrait que je teste pour voir s'il renvoie vraiment tout ou pas. Après, moi, quand j'utilise l'API directement, je pense qu'il renvoie tout, mais je me dis, ça pourrait être quand même une optimisation qu'ils font dans Bard/Gemini, là, ChatGPT, etc. Ils pourraient très bien garder en local pour éviter de renvoyer à chaque fois un gros fichier, une grosse vidéo. Mais après, donc, il y a effectivement le temps réseau d'envoi d'un gros truc, et qui coûte cher aussi, et aussi le temps de processing, c'est-à-dire de regarder toute la vidéo et de refaire ce même traitement-là. Mais moi j'imagine que bientôt, il y aura plein de caching aussi en place, etc., qui permettra d'éviter de tout rebalancer et de tout recalculer, etc. J'espère en tout cas. OK. Et on a annoncé, donc ça c'était en février également, on a annoncé un modèle dérivé de Gemini qui s'appelle Gemma, et qui par contre, donc autant Gemini comme GPT-4, etc. sont des modèles fermés. Gemma, c'est un peu comme Llama 2, comme Mistral, etc. C'est des modèles open, c'est-à-dire que les poids du réseau de neurones et la structure, la description du réseau de neurones sont disponibles gratuitement. Et c'est-à-dire qu'on peut prendre ce modèle-là et en faire un petit peu ce qu'on veut, le réentraîner à sa sauce, l'intégrer sans avoir à payer quoi que ce soit à Google. Parce que là, c'est vrai, quand on appelle Gemini, on appelle, on paye au token, quoi, en quelque sorte. Même si c'est des pouillèmes de centimes de dollars ou d'euros, voilà, au bout d'un moment, ça peut faire un certain nombre. Et donc, on a sorti un modèle dérivé de Gemini qu'on peut utiliser, intégrer et faire un petit peu ce qu'on veut.
ou mettre sur des machines. Il y a une version en 2 gigas, enfin 2 milliards de paramètres, une version en 7 milliards de paramètres, et il est vraiment très très bon. Donc là, je vais passer vraiment à la partie démo. Est-ce que vous avez quelques questions avant qu'on regarde un petit peu plus près quelques démos? Oui. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Donc, est-ce qu'on peut minifier le texte qu'on lui envoie tout en gardant la même sémantique qu'il y a derrière? Donc ça, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines ou quelques mois, mais ouais, début de l'année, je crois, un truc comme ça, j'ai lu, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai juste vu le papier qui est sorti. Il y a un papier qui explique qu'effectivement, on peut compresser sémantiquement donc un grand document, et qui a exactement la même valeur finalement sémantique que le vrai document textuel d'origine. Donc on est capable de faire ça. Après, ce processus de compression, de minification, doit être fait quand même d'une manière ou d'une autre, et ça veut dire qu'il faudrait avoir genre en local ou une librairie qu'on puisse utiliser pour faire ce calcul-là. Là aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, il n'y en a pas. Donc ça, c'est vrai pour le texte. Et j'ai vu là, ces jours-ci, la même chose, mais pour les images. C'est-à-dire que quand on fait l'entraînement d'un modèle d'image, on lui montre, par exemple, 1000 images de cheval, 1000 images de chat, 1000 images, etc. Et on lui dit, quand c'est en tout cas supervisé avec des labels, etc., on lui dit ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un cheval, ça c'est un cheval. Et en fait, ils ont fait la même chose où au lieu d'avoir... en fait, ils arrivent à créer une sorte d'image un peu hallucinatoire ou hallucinogène, je ne sais pas comment on dit, d'assemblage de bouts de cheval. Et en fait, il est capable de faire une sorte de mapping entre cette image bizarre et un cheval. Quand on lui donne une autre photo de cheval et on lui demande si c'est un cheval, il est capable de voir que, ah oui, il y a des éléments qui sont communs à cette image un peu hallucinée de fusion de plusieurs chevals, quoi. Et donc ça peut être un moyen de plus compresser les modèles et éventuellement, pourquoi pas, de baisser les coûts. Ouais. Mais c'est pas comment? Non, ouais, c'est pas juste ouais, la compression, etc. Enfin, après, sinon, côté compression, ce qui est envoyé, c'est certainement gZIP au travers, grâce à HTTP, etc., hein, bien sûr. Mais voilà, ce qui est image, vidéo, etc., en général, ça se compresse beaucoup moins vu que c'est déjà compressé, quoi. Ok, alors, on va passer aux démos. Et donc, il y a 2 sous-parties là, dans cette partie démo. La première partie où on va jouer un petit peu avec Gemini, Bard, Google AI Studio. Alors, vous allez voir, là, je me suis amusé à rayer quelques trucs. D'ailleurs, là, j'aurais dû le changer aussi ici. Vu que j'ai dit, on renomme tout Gemini. Enfin, quoi que Google AI Studio, c'est pas Google Gemini Studio, je sais pas quoi. Ils auraient pu rajouter Gemini aussi là. Mais voilà, c'est pour se moquer un petit peu de Google. J'aime bien me moquer de ma propre boîte, vous savez. Donc, on va commencer. Alors oui, il y a un truc super important que je ne vous ai pas encore dit, qu'on n'a pas évoqué, c'est donc tout ce qui est hallucination. Donc, vous avez certainement entendu dire que les LLM, ils hallucinent. Tiens, voilà, ça c'était le texte des fleurs du mal. Les LLM, ils hallucinent, c'est-à-dire que quand on leur demande de générer quelque chose, ils génèrent quelque chose, mais qui n'est pas forcément factuel, qui n'est pas forcément vrai. Après, je vais vous montrer après une démo que j'ai faite. Moi, j'aime bien aussi ce côté hallucinatoire, dans le sens où on peut générer, par exemple, des histoires pour enfants. Donc, ça va être une de mes démos. Mais souvent, quand on pose une question, on va avoir une réponse factuelle par rapport aux données qu'il a vues en entraînement. Mais, par exemple, peut-être que il a vu des choses, le modèle, lors de son entraînement, mais pas forcément tout, et du coup il va dire des choses qui sont vraies, des choses un peu moins vraies, etc. Et parfois aussi les LLM, on peut un petit peu les inciter à halluciner, c'est-à-dire la manière dont on va poser une question peut influencer la manière dont le LLM, le Large Language Model, peut répondre. Donc là, je vais utiliser Google AI Studio. Donc ça, c'est le truc que vous ne pouvez pas utiliser à partir de l'Europe sans utiliser de VPN. Moi, là, je suis dans mon profil Corp chez Google, Corporate. Du coup, j'ai accès à ce truc-là, même si je suis en Europe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser le modèle Palm 2, qui est un petit peu moins bon que Gemini, et essayer de le forcer à halluciner.
Et jusqu'à présent, ça marche pas trop mal quand je fais ce test-là. Alors, donc c'est là, je vais taper en même temps. Je sais pas si on peut... Attends, il y a un truc pour switcher. Hein? Parce que là, on voit rien du tout. Ok. Mais je sais pas s'il n'y a pas un truc là, un settings quelque part pour ça. Ah oui, est-ce qu'il y a unsaved? Oui, je m'en fous. C'est bon? Ok. Alors, je reviens. Freeform. Donc, là, on va utiliser... Alors, justement, je ne vais pas utiliser Gemini 1.5, on va utiliser PAL. Un truc aussi que je voudrais rajouter, c'est qu'un modèle brut ou même pré-entraîné, on peut aussi lui faire dire des choses, ou par exemple lui faire générer, par exemple, comment construire une bombe. Donc si on lui a pas dit que c'est pas bien de créer des bombes, il peut générer, parce qu'il a vu certainement quelque part sur Internet, comment on crée une bombe. Mais un même modèle, par exemple Palm ici, il est un peu brut de décoffrage, celui-là, et il n'a pas forcément été super fine-tuné pour ne pas faire des choses que les gens ne devraient pas être censés faire avec. Donc là, je vais pas fabriquer de bombes, etc. Mais je pourrais vous montrer un truc tout à l'heure. Non, je vous dirai une petite anecdote rigolote tout à l'heure, si j'y pense. Donc, je vais essayer de l'encourager à halluciner en tournant une question d'une certaine manière. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire. Alors, je vais poser mon micro. Donc, comment s'appelle le premier chat qui a marché sur la Lune? Donc, vous voyez déjà, dans la manière dont on peut poser une question, on l'incite à croire qu'effectivement, il y a un chat qui est allé sur la Lune. Donc, là, on ne pose pas la question, est-ce qu'un chat est déjà allé sur la Lune? On lui dit, comment s'appelle le premier chat qui est allé sur la Lune? Donc, implicitement, on est en train de lui dire, attention, il y a un chat qui est allé sur la Lune, donne-moi son nom. OK? Alors, en général, c'est un truc statistique, donc des fois, ce n'est pas forcément la réponse que j'attends, mais en général, c'est la réponse que j'attends qui est une hallucination. Donc, est-ce que vous connaissez le nom du premier chat? Attention, c'est un quiz. Celui qui a la bonne réponse aura le droit à double ration de bière. Comment s'appelle le premier chat qui est allé sur la Lune? Moumoun, non. Garfield, pas mal. Ah, Félix le chat, c'est pas mal du tout. Tu t'en rapproches et normalement, il va répondre Félicette. Parfois, il répond Félix aussi. Mais généralement, 9 fois sur 10, il me répond Félicette. Et Félicette, vous connaissez Félicette? Pourquoi il répond Félicette? Et c'est hyper français, effectivement. Et pourquoi c'est hyper français? Je vais reprendre la même question, mais je vais utiliser cette fois-ci Bard / Gemini pour lui poser... Alors, dans Google AI Studio, je peux poser qu'en anglais. Donc là, par fainéantise, et parce que je tiens le micro à une main, je vais juste faire un copier-coller et le demander en anglais également. Je vais utiliser Gemini, donc, qui est plus récent, mieux entraîné et mieux guidé pour répondre correctement et factuellement aux questions qu'on lui pose. Donc, il a été entraîné pour ça. Et là, il va me dire, normalement, avec les LLM, pour faire des démos, des fois c'est compliqué, parce que des fois, ils ne génèrent pas les trucs qu'on veut. Et il va dire, ah non, il n'y a jamais eu de chat qui est allé sur la Lune. Par contre, effectivement, il y a un chat parisien, un chat de gouttière, elle s'appelait Félicette, et qui est bien allée dans l'espace en 1963, à 157 km d'altitude, et qui est revenue sur Terre vivante, etc. Bon, après, la pauvre, ils l'ont disséquée. Hein, mais... Donc, il y a bien un chat qui est allé dans l'espace. Ouais. Ah, ça... C'est dommage, tu sais, la fusée, elle aurait pu exploser ou quoi, mais non, le chat est revenu. Mais ils l'ont disséqué pour voir les effets de l'espace sur le corps des animaux, etc., sur l'impact sur le cerveau, etc. Et donc, il y a un chat qui est allé dans l'espace, qui s'appelle Félicette, mais qui n'est pas allé sur la Lune. Mais voilà, on a essayé d'encourager et de tourner sa phrase pour faire en sorte qu'il hallucine, parce qu'on lui dit « Comment il s'appelle ce chat ?» Ah oui, mais non, il n'y a pas de chat en fait. Donc, il y a aussi l'importance de... il faut savoir que les modèles hallucinent déjà.
Mais qu'après, par exemple, si je clique ce petit bouton là, comme le logo de Google Search, il y a des intégrations qu'on peut faire pour vérifier la factualité d'une réponse. Et là, par exemple, il corrèle ce qui a été généré par le LLM avec les résultats de la recherche Google. Et il va s'apercevoir que, ah oui, effectivement, dans le site voilà, Economic Times, dans le site Economic Times, d'habitude, des fois, c'est Space, machin, c'est Wikipédia ou autre. Il vérifie que ce qui est en vert, ça veut dire, oui, j'ai trouvé des choses correspondantes sur Internet qui ont l'air de confirmer la factualité de la réponse. Mais par contre, celui-là, il n'y a pas trouvé sur Google Search d'article qui dit non, il n'y a pas de chat qui est allé sur la Lune. Donc là, il l'a mis en orange. Donc ça permet éventuellement de s'assurer qu'une réponse qui est générée est plus probable. Mais oui. Ah, ça, par contre, c'est vrai que là, on ne peut pas savoir si le lien qu'il a trouvé, c'est quelque chose qui a été généré ou pas. Ça, et c'est vrai que de plus en plus, on va... Je ne sais pas si vous avez quand même déjà remarqué, mais est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous lisez certains sites de news, les articles, des fois, se répètent un petit peu, etc. Et j'en mettrai pas ma main à couper, mais presque qu'il y a déjà pas mal d'articles de news pour faire du trafic, etc., qui génèrent. Donc ils se disent, ah tiens, on va faire un article sur ça, et qui demandent à un LLM, génère-moi un truc. Et après, là où c'est un peu grossier, c'est que des fois l'article se répète un peu. Et en fait, on voit qu'il a dû faire plusieurs générations, le pseudo-journaliste, de faire plusieurs générations, et il a assemblé des morceaux en fait, de différentes générations, parce que l'article aurait été trop court, par exemple. Et ça, on le voit de plus en plus, et effectivement, donc là, les modèles sont réentraînés régulièrement, à intervalles réguliers, et ils vont être entraînés évidemment sur du contenu généré par des LLM. Ouais. Donc ça, c'est effectivement un problème. Donc là, ouais. Et malheureusement, donc il y a des chercheurs qui essaient de voir est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à détecter si oui ou non c'est généré ou pas. Et ça devient quand même de plus en plus difficile. Et c'est jamais à 99%, on est sûr que c'est un LLM qui l'a fait ou pas. Donc voilà, ouais, c'est un vrai problème. Oui. Vas-y. Ouais. Les mots n'étaient pas corrects dans le cas Félicette ou... Ouais. Ouais. En fait, dans son entraînement, c'est vrai qu'il devait certainement y avoir chat, espace, etc. Donc quand on dit, par exemple, moon et espace, et space, enfin, la Lune et l'espace, sémantiquement, ils doivent être plus proches que, je sais pas moi, la Lune et Euralil ou je sais pas quoi, par exemple. Et du coup, il va se dire, c'est certainement assez proche de ça, donc Félicette, bon, ça dit peut-être pas Lune, ok, mais c'est l'espace, c'est peut-être la même chose. Donc il doit se dire que c'est plus proche sémantiquement, et enfin il réfléchit pas comme ça, hein, mais quand il compare avec toutes ces données d'entraînement, etc., il doit se dire que c'est quand même plus proche, donc si on doit donner le nom d'un chat, on va associer le nom du chat qui est le plus probable par rapport à cette question-là de l'espace. Ouais. 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 Donc après, il y a tout ce qui est prompt engineering, c'est-à-dire de forcer un petit peu d'encourager le modèle ou à parler d'une certaine manière, avec une certaine voix, ou le forcer à raconter des bêtises ou des choses comme ça. Donc ouais. Et tout ce qui est, donc on entend parler des fois de jailbreak, où en fait on arrive à faire dérailler un LLM. C'est toutes ces techniques-là et c'est marrant parce que finalement, quand on y pense, c'est un petit peu comme même quand un être humain essaie de manipuler un autre être humain, pardon, je bafouille. En fait, on emploie un peu les mêmes techniques aussi, c'est-à-dire technique rhétorique. Là, comment s'appelle le chat? J'ai utilisé la même technique parce que j'essaie de mettre dans l'esprit du LLM, si tant est qu'il ait un esprit. Alors, il y a des fois des personnes qui me demandent si les LLM sont conscients. La réponse est non, si quelqu'un se posait la question. Mais on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Et en fait, on force un petit peu à aller dans une direction donnée. On force à... Donc si on donne des instructions à LLM, on peut lui dire... dans une démo que je vais vous montrer, je vous parlerai d'un cas justement
où quelqu'un a fait dérailler moi ma propre démo qui est assez rigolote. Je vais vous montrer ça juste après. Donc ouais, c'est super important de bien formuler ces questions, ces prompts. Et après, donc il y a des systèmes aussi qui... donc il y a des librairies, par exemple en Python, j'en ai pas vu en Java, ou qui essaient d'analyser aussi les prompts pour voir si on essaie de faire de la prompt injection, d'essayer de dérouter le LLM pour dire des bêtises ou des choses qu'il n'est pas censé dire. Oui. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Donc il y a des modèles CARD qui sont un petit peu standards, qui expliquent en général les caractéristiques des modèles. Parfois, mais c'est parcellaire dans le sens où ça ne donne pas forcément toute l'information. Et souvent, ils te disent rarement quels corpus ont été utilisés pour entraîner les LLM. Donc tu ne peux pas trop savoir. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils ont peur de procès ou ah oui, on a entraîné sur tel truc, et après on s'aperçoit, ah mince, finalement, dans ce dataset-là, il y avait un truc qui était sous copyright. Donc ils préfèrent, enfin que ce soit Google ou les autres, ChatGPT et autres, ils ne veulent pas dire exactement sur quoi ça a été entraîné. Mais par exemple, il y a souvent il y a un dataset qui s'appelle Common Crawl, qui est un très gros dataset de données, de pages web en fait. Voilà, il y a plein de datasets qui existent qui sont très souvent réutilisés au travers des différents modèles. Ouais, modèle nano. Bah, c'est pareil, hein, ils ont moins de connaissances, mais ils ont des connaissances aussi. Mais ce qui veut dire que quand ils sont plus petits, ils ont moins de connaissances, ils vont souvent halluciner plus parce qu'ils ne savent pas en fait. Et il y avait Andrei Karpathy, là, un de ceux qui avait créé, qui a quitté OpenAI il n'y a pas longtemps, qui disait, lui, ça l'embête qu'on parle d'hallucination comme si c'était un bug, parce que en fait, les LLM, leur boulot, c'est d'halluciner, c'est-à-dire de générer du texte. Tout n'est qu'hallucination. Le fait est que on arrive à avoir des hallucinations, des générations qui sont plus factuelles que d'autres. Mais du coup, c'est un bon cas particulier d'avoir un truc factuel. Mais des fois, ça ne marche pas toujours et ça hallucine des réponses bizarres. Alors, il y avait une autre question par là-bas, ouais. Ouais. Donc là, quand on parle donc il y avait deux choses. Il y avait le nombre de paramètres et le nombre de tokens sur lequel a été entraîné un modèle. Donc dans les modèles CARD, souvent ils disent ça, ça a été entraîné, enfin le réseau de neurones a tant de paramètres, tant de connexions entre les neurones, et il a été entraîné sur 1 trillion de tokens. Donc ça, c'est deux informations en général qui sont partagées. Mais souvent, ça ne dit pas sur quel dataset ça a été fait. Une corrélation, tu veux dire, entre la taille et la quantité de données. Donc les deux sont décorrélés, c'est-à-dire même un très, très gros modèle, on peut ne l'entraîner que sur un tout petit corpus, ou un petit modèle, on peut l'entraîner sur un très gros corpus également. Alors c'est pas pareil, parce qu'en général, plus on entraîne un modèle sur des plus gros corpus, quelle que soit sa taille, plus fort il va être, mais malgré tout, il va être quand même contraint par le nombre de neurones qu'il a. Il ne va pas être capable forcément d'enregistrer plus d'informations vu le plus petit nombre de paramètres qu'il a. En tout cas, donc, quand les articles, etc., qui parlent, ou les papiers de recherche qui parlent de l'entraînement des modèles, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de sweet spot dans le sens où donc il y a la function loss, la fonction qu'on essaie d'optimiser pour savoir quand est-ce qu'on doit arrêter d'entraîner un modèle. Donc en général, ça fait une sorte de hockey stick, c'est-à-dire au début, donc ça dépend si on fait comme ça ou comme ça dans le graphe, mais c'est pareil. Donc il y a une sorte de courbe où on voit, petit à petit, il commence à être de plus en plus factuel ou à bien répondre ce qu'on attend qu'il génère. Et après, donc ça descend, il y a une sorte de coude, et après on voit, donc là il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore, et il y a un coude où après, il s'améliore plus beaucoup. Et souvent, il faut trouver ce sweet spot là, ce coude dans le graphe,
qui est l'endroit où en fait on a trouvé pas un optimum, c'est-à-dire on peut continuer quand même un petit peu pour continuer de l'améliorer, mais même si on continue en lui balançant encore plus de tokens, de textes, etc., ça va ne l'améliorer que marginalement en fait. Ouais. Ok. Combien? Oh, ok. Alors je vais passer directement, je dirais, à mes autres démos. Je voulais vous montrer encore d'autres petits trucs qu'on peut faire. Non, si, je vais vous montrer quand même un truc. Donc, les LLM, donc on peut leur faire générer du texte, mais on peut aussi leur faire extraire des informations. Aujourd'hui, si on regarde, c'est communément accepté que l'information, il y a 20% de l'information qui existe sous forme structurée, des bases de données, des tableaux, des choses comme ça. Et 80% de l'information, finalement, c'est du texte non structuré, des articles, des livres, des choses comme ça, ou des images. Et ça peut être intéressant d'extraire des données structurées de données non structurées, de texte. Alors, il y a un truc... peut-être que je peux le faire tenir comme ça, regardez. On va voir, si je suis agile, ils vont me faire une grosse tête si je le fais tomber, mais je vais essayer de faire gaffe. Donc, extraire des données structurées, par exemple, d'une biographie. Alors, return the name, the role, je ne sais pas si je peux peut-être grossir un petit peu, the role, the company of the person described in the following biography. Et là, par exemple, je vais prendre sur mon blog, je vais prendre ma bio, copier-coller, pouf, CTRL-C, CTRL-V. Et là, en fait, pensez-vous parser du texte et être capable de récupérer l'information. Et là, ça me dit quoi? Name, Guillaume Laforge, role, développeur advocate, compagnie Google Cloud, ce qui est exact. Après, je peux essayer de l'encourager. Je repose le micro. Return the name, the role of the person. In JSON format, par exemple. Et après, je pourrais même lui dire, donc en faisant du prompt engineering, je peux lui dire aussi mon JSON. Tiens, là, c'est marrant, il y a un truc un peu bizarre, là, vous avez vu? Tiens, j'avais jamais vu ça. Et après, je peux lui dire, ça, c'est curieux, ça. C'est assez peu courant, parce que normalement, souvent, il retourne du Markdown. Donc après, des fois, je raffine le truc en disant, retourne juste du JSON et pas du Markdown autour du JSON. Et après, il me retourne juste du JSON. Après, il y a d'autres techniques encore pour faire ça. Et on parlera de function calling qui permet de vraiment avoir du JSON à 100%. Mais on est capable d'extraire finalement et de récupérer du JSON à partir de données non structurées, ce que je trouve quand même assez bien. Donc, je vais passer à mes autres démos. Ouais, tu avais une question, vas-y. Ouais. Ouais, il y a du bon sens, bien sûr, mais il y a aussi pas mal d'entraînement. C'est-à-dire, plus tu joues avec, plus tu apprends qu'il répond mieux quand tu dis quelque chose d'une certaine manière. Ou par exemple, sur le modèle Claude, quand on veut essayer de séparer certaines parties du prompt qu'on lui donne, lui, Claude, il aime bien qu'on utilise des balises XML, par exemple. Alors que les autres modèles, on écrit un truc un peu genre YAML ou Markdown, et il arrive mieux à séparer les différents éléments. Parce que sinon, des fois, on lui pose une question, mais on lui donne aussi la bio, comment on sépare, comment on sait que quelque chose est une instruction, comment on sait quel est le contenu qu'on veut analyser, etc. Donc c'est bien si on arrive à bien le délimiter dans les prompts. Et chaque modèle a un petit peu ses spécificités. Alors, donc moi, je vais revenir ici. Donc, non, c'est pas là. Ouais, peu importe, je vais laisser tomber les slides pour l'instant. Donc, quand je vous ai dit Generative AI, un truc que j'aime bien dans le côté génératif, c'est le fait qu'on peut générer des histoires aussi. Donc moi, la première appli que j'ai fait en avril-mai l'année dernière, je me suis dit, tiens, j'aime bien le fait qu'il y ait un côté créatif, hallucinogène, dont on peut tirer parti. Et je me suis dit, je vais faire, alors mes filles sont un peu grandes maintenant, mais je me suis dit, je vais faire un outil qui permet de générer des histoires pour enfants. Et pour faire ça, donc on choisit un personnage, on choisit genre l'environnement dans lequel se passe l'histoire, et on choisit aussi ce qui va se passer dans l'histoire. Donc il y a un protagoniste. Alors soit donc au début j'avais mis moi-même quelques trucs. Il y a un côté un peu méta dans cette démo parce que j'étais un peu à court d'idées. J'ai demandé à Gemini de me générer des personnages pour des histoires pour enfants. Donc il y en a qui sont générés et qu'on peut choisir.
Mais on peut également rentrer directement un personnage, etc. Donc imaginons, alors je vais reposer encore le micro. Imaginons l'histoire d'un développeur Java, a Java developer, living in the beautiful city of, bien sûr, Lille. Donc qu'est-ce qui va se passer, enfin où est-ce que ça va se passer? Bon là j'ai déjà dit Lille, mais attending the Stijug meetup with other fellow Java developers. Et qu'est-ce qui va se passer dans mon histoire? Donc d'habitude, hein, je fais genre le petit chaperon rouge dans la forêt, elle rencontre un loup, etc. Mais là, on peut lui faire générer aussi des trucs customisés. Et qu'est-ce qui va se passer? The developer discovers les super pouvoirs de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez une idée, un truc que vous voudriez que je fasse? Hein? That JavaScript gives superpowers, bigger superpowers than Java. Ça vous va ça? Than Java. And is almost magical. Et on va voir ce qu'il va générer. Donc ça, c'était ma première application. Là, j'ai utilisé le modèle Palm. C'est une application que j'ai développée en Groovy, qui utilise le framework Micronaut, qui, vous verrez, ça ressemble pas mal aussi à Spring Boot, etc. J'utilise donc l'API, mais directement en REST et pas un SDK. Et je déploie ça sur Cloud Run. Donc mon application, je l'ai développée en local. J'ai fait un Dockerfile. J'ai balancé le Dockerfile et les sources sur Cloud Run. Cloud Run, c'est un produit de chez Google Cloud. Vous lui balancez un container et il déploie l'application, il vous sert l'application, il vous la scale up and down, etc. dans un environnement totalement managé. Donc ce qui est plutôt cool et pratique. Et du coup, je fais toutes mes démos là-dessus parce que j'aime bien. Et du coup, il m'a généré mon histoire. Alors là, je lui demande de générer un truc assez long, donc ça met plus de temps qu'une simple question-réponse. Et donc il me dit, voilà, il était une fois dans la charmante ville de Lille, donc un développeur passionné qui s'appelle Alex. Alors souvent c'est Alex ou Ania, ou voilà. Mais bizarrement, il est peut-être quand même biaisé, puisque 9 fois sur 10, c'est quand même un mec plutôt qu'une fille. Hein. Mais bon. Et voilà, il est super balèze, il adore crafter du code génial. Et un jour, voilà, dans les rues pavées de Lille, Alex, il va au Stijug, au meet-up du Stijug. Donc là, on voit qu'il reprend vraiment des éléments que j'avais mis. Et voilà, il entend des murmures de nouveaux programmes, de nouveaux langages de programmation appelés JavaScript. Donc c'est pas très nouveau, mais bon, pourquoi pas. Il est intrigué, il essaie de l'utiliser. Alors je voudrais trouver les parties super pouvoirs. Donc là, il est fasciné par JavaScript. Boundaries. Et du coup, il devient le JavaScript Wizard de Lille, carrément. Par contre, on ne voit pas vraiment les super pouvoirs, je trouve, là. En bas, attends. Ouais, la magie de JavaScript. Donc là, on retrouve magie de JavaScript. Et voilà, il est devenu une légende parmi les développeurs grâce au pouvoir de JavaScript. Donc des fois, alors là, il a pas mal suivi. Des fois, ça rajoute des petits trucs un petit peu plus créatifs et que j'ai pas donné moi en prompt. Mais voilà, c'est pas mal. Et donc, vous pouvez y aller et puis générer vos propres trucs si ça vous amuse. Et je vais... Alors tiens, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si... pour ceux qui sont sur Mac... Attends, je vais répondre à ta question. Pour ceux qui sont sur Mac, il ne faut surtout pas mettre la dernière mise à jour de macOS parce que ça fait planter les applications Java. Et justement, j'étais prêt à vous montrer... Non, c'est laquelle que j'utilise, c'est la version EAP, c'est la version bêta, c'est celle que j'utilise d'habitude de IntelliJ. Et il m'a craché mon IntelliJ. Oui, tu avais une question là? Ah oui, j'en ai pas parlé. Ouais. Ouais. Tout à fait. Pourquoi il n'est pas très responsive là en plus, là, mon IntelliJ? Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Attends, c'est bien celui-là. Non, ça c'est l'autre, c'est pas le bon. Bedtime Stories. Hop. Donc oui, il y a des paramètres. Alors d'ailleurs, on va le voir ici. Il y a des paramètres qu'on peut utiliser pour
personnaliser un petit peu la touche du LLM et on peut définir par exemple la température. La température, ça lui permet en fait donc parmi les tokens qu'il peut utiliser pour générer son texte, ça lui permet de dire choisis un peu des tokens au hasard ou alors choisis vraiment les tokens les plus probables. Donc il va se dire, quand on met la température à 0, il va garder ça va forcer les tokens les plus probables à être sélectionnés. Donc il y a une distribution de probabilité, c'est-à-dire après le mot petit chaperon, rouge vient à 90%, bleu à 10% et jaune à 5% par exemple. Donc ça le force à changer la distribution pour arriver plus sur presque du 100% sur les tokens les plus probables. Il y a ce paramètre de température qui joue sur la distribution des probabilités. Il y a aussi top P et top K qui font ça aussi. Top K, on lui dit, parmi tous les termes de vocabulaire que tu connais, n'en utilise qu'au maximum. Donc le maximum, en vrai, c'est 40. Il n'utilise jamais tous les mots qu'il utilise, parce que sinon ce serait très coûteux à calculer avec des matrices. On peut lui dire, n'en choisis qu'un. C'est-à-dire vraiment toujours le plus fréquent, le mot le plus probable. Et top P, c'est un petit peu, donc 1, 2, 3, c'est-à-dire pour vraiment choisir les trucs les plus probables. Et top P, en fait, c'est la cumulation des probabilités, c'est-à-dire garde-moi les tokens de sorte à ce que l'addition, la somme des probabilités de ces tokens atteigne au moins 80%. Et du coup, il va se dire, bon, je prends le premier token qui a une probabilité de 50, je vais prendre le deuxième qui a une probabilité de 20, le troisième, il a une probabilité de 15, c'est bon, j'ai dépassé mes 80% quand je les additionne. Donc c'est une autre manière de sélectionner les mots, les tokens qu'il va utiliser pour générer son texte. Et par exemple, si on veut une réponse très factuelle ou très prédictible et qui est toujours la même, si on lui met température à 0 et top K à 1, il générera normalement à 99,99% toujours la même réponse. Après, il y a aussi des seeds, des choses comme ça, mais bon, normalement, ça va être toujours la même réponse. Par contre, là, moi, je vais faire un truc plus créatif. Donc, d'habitude, c'est plutôt 0,2, 0,3 qu'on utilise. Là, j'aurais pu mettre même 1, pourquoi pas. Donc, en tout cas, chez Google, ça va de 0 à 1. Je crois que chez GPT-4 et autres, c'est 0 à 2, il me semble, je ne sais plus. Il y a des différences en fonction des modèles. 0,6, c'est un truc déjà assez créatif. Et c'est pareil, je lui ai dit, n'hésite pas d'aller sur les 40, le maximum de tokens et prends quand même les 80% des plus probables, par exemple. Donc, ouais, on peut jouer là-dessus. C'est des paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc, comment j'ai fait cette application-là ? Donc derrière, j'ai dit, voilà, il y a un Dockerfile où je containerise mon application, mais bon, on va pas regarder ces détails-là. Donc j'ai créé une application Micronaut et j'ai créé un contrôleur qui répond à /story/generate. Donc mon front-end, là, le HTML, le JavaScript, il appelle /story/generate. Et derrière, donc, il va prendre en paramètre le personnage, le protagoniste, le lieu et ce qui va se passer dans l'histoire. Et en fait, je vais utiliser un prompt qui est ici. Et dans ce prompt-là, je lui dis comment je veux structurer l'histoire. Je lui dis les instructions que je lui donne, c'est tu adores raconter des histoires pour les enfants adorent tes histoires. Génère une structure d'histoire avec différents actes, avec le point culminant, le dénouement, etc. Et tu vas me raconter une histoire donc en 5 actes, avec 30 phrases par acte, qui dit, voilà, le protagoniste, c'est ça se passe à tel endroit, et il va se passer ça dans l'histoire. Et je remplace finalement ces variables, là, ces placeholders, ces dollars machin, par les valeurs qui sont passées par le formulaire. Donc je m'authentifie avec OAuth pour avoir un token que je passe à l'API. Je crée une URL qui pointe vers l'API du LLM. Donc là, en l'occurrence, c'est Palm. Je crée une requête qui ressemble à ça. Donc là, une ou des instances, je lui passe le prompt, je lui passe les paramètres, donc je lui passe mon token, etc. Je dis que je veux du JSON. Et en retour, je vais obtenir la réponse aussi sous forme de JSON. Après, j'utilise, donc là, j'appelle l'URL en bloquant, etc., peu importe. Et je récupère, je fais quand même du marshalling, unmarshalling, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que derrière, le framework, lui, va créer les objets Java qui correspondent à ce que l'API me retourne. Prédiction, une liste de prédictions qui contient des safety attributes,
C'est-à-dire, là, ça peut me dire, oui, la réponse a été générée parce que tu as essayé de générer, je sais pas, une histoire cochonne ou je ne sais quoi, c'est interdit. Et donc, je reviens ici. Et il y a aussi le champ content qui contient l'histoire qui a été générée. Et c'est comme ça, juste, donc n'importe quel framework qui est capable de faire des appels REST, eh ben, on peut appeler n'importe quel LLM. Donc, il faut créer les tokens OAuth2, etc. Mais voilà, sinon, c'est faisable d'appeler une API de LLM. Donc ça, c'était la première appli que j'avais faite. Et à cette époque-là, donc en avril-mai, il n'y avait pas de SDK Java qui était disponible. Et à peu près à cette époque-là, ou juin, ou je ne sais plus trop quand, donc ils ont généré. Donc derrière nous, souvent les API de chez Google, c'est souvent avec des protocoles buffers pour représenter les objets, etc. Et en fait, ils ont créé une API auto-générée à partir des protocoles buffers qui représentent l'API. Et j'ai pu utiliser un SDK Java qui mappait avec ces protocoles buffers-là. Par contre, ce qui n'était pas très cool, c'est que l'API était très générique et j'avais pas genre get prediction, get content, get, etc. Mais j'avais une API proto-buff, c'est-à-dire il fallait que je récupère get struct value, get field map, get, etc. Ce qui n'était pas très agréable à utiliser. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être quand même un autre moyen de faire. Et c'est là que j'ai découvert donc le projet open source qui s'appelle LangChain4j. Alors normalement, j'ai un slide qui le montre par ici. LangChain4j, qui est ici. Donc il y a un framework inspiré du projet LangChain qui est en Python et également en TypeScript, qui est, on appelle ça un orchestrateur de LLM, c'est-à-dire que ça permet de combiner plusieurs choses en même temps, des choses qui chargent des documents, des choses qui stockent des vecteurs embeddings dans des bases de données vectorielles, on peut configurer des modèles, etc. Et c'est un framework qui relie tout ça ensemble et qui simplifie pas mal le travail. Donc je vais vous montrer une deuxième démo que j'ai développée, qui est ici. Donc moi, je suis un des cofondateurs du langage Groovy, et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être marrant de faire un chatbot sur la documentation du projet Groovy. Et ça, c'est ce qu'on appelle... alors avant de vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer un autre slide, qui est... là, tu vas me dire encore, il faut que je me dépêche. Non, tu ne me l'as pas dit. Je vais vous montrer ceci. Donc, il y a une approche qui s'appelle Retrieval Augmented Generation, qui permet, en particulier quand on n'a pas des modèles qui prennent des millions de tokens, qui permettent de baser les réponses d'un LLM par rapport à des informations qu'on a dans une documentation. Donc, il y a deux étapes dans ce mécanisme-là, Retrieval Augmented Generation. Il y a une partie d'ingestion où on va charger les documents sur lesquels on veut poser des questions. On va les découper en petits morceaux, en paragraphes, en phrases, et on va calculer des vecteurs embeddings. Donc vous vous rappelez, mes gros vecteurs de nombres flottants. Et on va garder, donc là c'est un endpoint un peu particulier des LLM qui génère ces vecteurs. Ça ne génère pas du texte, ça génère juste les vecteurs embeddings. Et en fait, on va stocker le texte associé à son vecteur embedding dans une base de données spéciale, une base de données vectorielle. Alors, il y a plein de bases de données aujourd'hui qui ont rajouté des fonctionnalités de calcul de vecteurs, etc. Donc, ce n'est pas forcément une base spécifique, mais il y a des bases natives vectorielles également. Donc là, on stocke à l'intérieur un extrait de la documentation et son vecteur. Donc, on a tout découpé en petits morceaux et on a chaque passage à un vecteur. Donc, ça, c'est la phase d'ingestion. Et ensuite, donc en général, on pré-processe ça, on le fait une fois. Et après, on va réutiliser ce qui a été stocké dans la base de données. Donc après, il y a l'utilisateur qui arrive, qui a posé une question. Et en fait, la question, le prompt, on va faire un petit peu le même processus. On va calculer un vecteur qui correspond à la requête, qui correspond à la question. Et en fait, on s'aperçoit qu'en pratique, le vecteur embedding de la question est généralement proche du texte qui est la réponse à cette question-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce vecteur-là, de cette requête-là, comparer à tous les vecteurs qu'il y a dans la base de données vectorielle et récupérer juste les 3, 5, 10 vecteurs qui matchent le plus, dont le calcul de similarité est le plus proche. Et en fait, on va faire quoi? On va demander au LLM de prendre ces extraits associés à ces vecteurs, ces extraits de texte, de documentation. Donc, on va lui dire, voilà, tu es un expert dans le langage Groovy. L'utilisateur m'a posé telle question et il faut que tu bases ta réponse sur les extraits que j'ai trouvés
dont les vecteurs étaient plus proches de la requête. Et il va pouvoir me donner une réponse. Et pour faire ça, donc là je vous le montre là dans la démo ici. Donc par exemple, je peux lui demander, je vais faire tomber le micro. Can you implement interfaces in Groovy? On va voir qu'est-ce qu'il va me répondre. Normalement, il va me dire oui, même il devrait même me donner un exemple. Ouais. Donc là, il me dit voilà, en Groovy, bon, c'est pareil qu'en Java, hein, class implements my interface, etc. Et voilà. Après, bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais je peux continuer la conversation, lui dire de me générer du code, c'est-à-dire créer une interface qui représente telle chose, et je peux faire tout ça. Et en fait, là, il base sa réponse sur la documentation de Groovy. Donc, comment j'ai fait ça? Alors, du coup, non, c'est pas celui-là, c'est Bedtime Stories, celui-là. Donc, une autre appli, c'est pareil que j'ai fait cette fois-ci en Java, pas en Groovy, qui utilise le framework LangChain4j. Et ce qui est bien, en fait, avec le framework LangChain4j, c'est qu'il y a plein de choses qui sont vraiment facilitées. Donc là, ici, je vais créer une classe qui représente mon modèle de chat. Là, je vais utiliser Gemini Pro. Je vais aussi utiliser, donc tout ça, c'est des classes qui viennent du framework LangChain4j. Je vais aussi créer un autre modèle qui correspond au modèle d'embedding pour récupérer les bases de données, enfin les vecteurs. Et là, moi, je vais charger, donc j'avais préparé ma base de données vectorielle. Donc là, c'est une base de données en mémoire que j'utilise. Donc je charge ma base de données vectorielle à partir d'un fichier JSON sérialisé. Et ensuite, je vais lui dire quoi? Je vais créer ce que LangChain4j appelle un retriever, c'est-à-dire à partir d'une base de données vectorielle et d'un modèle de calcul de vecteurs, trouve des réponses finalement à l'intérieur des vecteurs similaires, donc des passages similaires dans une base de données vectorielle. Ensuite, je prépare un prompt, un template, qui dit, voilà, tu es un expert en Groovy, voici la question qu'on m'a posée, réponds en fonction exclusivement à partir des informations qui sont contenues dans les extraits de la base de données vectorielle. Et là, on va voir comment on va mélanger tout ça ensemble. Donc là, je crée ma base de données en mémoire. Hop, et là, je vais faire quoi? Je vais préparer, alors il y a aussi la notion de chat memory, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs utilisateurs en parallèle de mon application. Et je ne veux pas mélanger les réponses à chaque personne, hein, de chaque personne. Donc j'ai une sorte de méga HMAP, on va dire, qui contient pour chaque utilisateur la conversation en cours, pour maintenir en quelque sorte l'état. Et ensuite, là, je vais créer, alors, maintenant il y a d'autres manières de faire, mais je vais créer une chaîne conversationnelle de récupération d'informations. Donc je mélange le modèle de chat, je mélange la memory, enfin j'associe la memory, j'associe mon template, j'associe là où on va trouver les informations, et après j'ai juste à faire chain execute, je lui passe la requête, et lui va faire tout le travail pour associer les vecteurs, la requête, calculer les embeddings et générer la réponse au final. Et tout ça, c'est fait de manière relativement simple, c'est pas énormément de code, mais si vous vouliez refaire ça sans un framework tel que LangChain4j, ce serait des centaines de lignes de code pour faire tout ça. Okay, donc un framework. Ouais. On arrête, on va conclure. OK. Alors, il y a un autre truc que je n'ai pas mentionné, c'était le multimodal. Donc le fait de pouvoir passer, je vais juste montrer, là j'en ai même pas pour une minute, je vais vous montrer multimodal query. Donc on peut également passer donc des images et du texte. Donc là par exemple je passe du texte et une image. Donc là j'utilise le SDK de Gemini, j'utilise pas LangChain4j, mais dans LangChain4j c'est la même chose. Et je peux lui dire qu'est-ce qu'il y a dans cette image-là. Donc au lieu de passer juste du texte, je passe du texte et des images. Et la dernière chose que je voulais mentionner rapidement, c'est ce qu'on appelle ici le function calling. C'est comment étendre. Donc là, on a vu RAG, c'est une approche pour trouver des informations dans une base documentaire, finalement, une base, même si c'est sous forme de base de données vectorielle. Mais des fois, on veut pouvoir interagir avec le monde extérieur en appelant des API. Par exemple, si on veut faire une app, alors je vais juste vous montrer l'animation. Si on veut demander à Gemini, quel temps il fait demain à Lille, il ne connaît pas la réponse. Mais on peut utiliser une fonctionnalité qui s'appelle function calling, qui est, j'ai oublié de changer d'habitude, je change la ville à chaque fois, là j'ai laissé Paris. Quel temps fait-il à Paris? Je parle à mon chatbot et je dis, donc mon application que moi je développe, qui interagit avec Gemini, et en fait je lui dis, voici la question de mon utilisateur,
Et il y a aussi des outils que tu peux utiliser dans ta réponse. C'est-à-dire, il ne va pas forcément répondre avec du texte, mais il va dire, ah attends, on me pose une question sur la météo, donc il faudrait qu'on soit capable d'appeler une méthode qui s'appelle getWeather, qui passe, on lui passe en paramètre, par exemple, le nom d'une ville, d'une localité. Et en fait, lui, le modèle va répondre avec du JSON qui dit, il faut absolument qu'on appelle cette fonction-là. Et comme ça, je pourrais peut-être répondre, si je connais la réponse, ce que génère cette fonction-là. Et du coup, nous, ce n'est pas le Gemini qui va faire l'appel en lui-même, mais nous, notre application peut dire, ben moi justement, je vais appeler le service de Météo France et demander quel est le temps à Paris, qui va me donner une réponse en JSON. Et moi, je vais retourner à Gemini la réponse par rapport à sa requête qui était, oui, il faudrait qu'on appelle cette fonction-là. Et Gemini, lui, va pouvoir répondre par rapport à ce JSON-là, par rapport à la question originale. Ah oui, what's the weather in Paris? Et il y a écrit forecast funny. Donc ça veut dire it's sunny in Paris et il répond directement à l'utilisateur. Donc on peut faire ça grâce au function calling. On peut appeler, je sais pas, un service qui va envoyer des emails. On peut appeler un truc qui va récupérer des réservations d'une compagnie aérienne pour voir quelle est la réservation de votre vol, etc. On peut créer des tickets dans Jira. On peut faire plein de choses avec function calling et aller au-delà de la base d'entraînement d'un modèle, d'aller au-delà d'une base de documentaire avec RAG. On peut appeler et interagir finalement avec le monde, avec les API. Voilà, donc en résumé, avec les LLM, on peut faire vraiment plein de choses. Gemini, Palm, tout ça, c'est des modèles très puissants que vous pouvez utiliser. Et Gemini, encore mieux, je dirais, avec function calling, avec tout ça, et les gros contextes qu'on peut lui passer. C'est plutôt cool. Et je vous invite à regarder LangChain4j. Dès que vous voulez faire une application avec des LLM, c'est aujourd'hui le meilleur framework open source qui existe, à mon avis, dans l'écosystème Java, pour faire des applications qui intègrent les LLM dans vos applications Java. Voilà, merci pour votre attention.